Avertissement. Bien que le langage employé soit basé sur la formation professionnelle, les concepts abordés et les informations fournies sont transférables à tous les ordres d'enseignement. Lorsqu'une information se doit d'être nuancée, un bandeau comme celui-ci vous en informera. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière capsule sur les normes et modalités en évaluation des apprentissages. Dans le cadre de cette capsule, nous allons voir le processus d'élaboration par lequel vous pouvez passer pour pouvoir produire des normes et modalités. Si vous n'avez pas vu les capsules précédentes, on vous invite à le faire, soit maintenant ou après cette capsule. Alors, si vous êtes prêt, je vous invite à me suivre dans le processus. C'est parti. La première étape du processus, c'est celle durant laquelle vous allez assembler votre équipe. Et quel genre d'équipe vous assemblez? Bien, le premier critère, c'est la représentativité. Donc, vous voulez une équipe qui représente bien l'effectif enseignant, qu'il soit de jour ou de soir, qui représente bien les différents programmes d'études qui sont dans votre centre et qui pourrait aussi très bien représenter les différentes formules éducatives de votre centre, comme l'enseignement à distance, l'alternance travail-études ou l'enseignement individualisé. Évitez également de faire des équipes trop nombreuses. Des équipes trop grosses auront tendance à stagner et à dégénérer dans des discussions des fois qui sont un petit peu houleuses. Entre 5 et 9 personnes, c'est généralement un bon chiffre. Et, je vous dirais d'expérience, un chiffre impair permet de trancher. Troisième critère, c'est de diversifier l'expérience qu'il y a dans l'équipe. Il faut avoir des vétérans, des permanents, mais pensez aux petits nouveaux, ou plutôt les gens à statut précaire, les gens qui sont là plus récents. Peut-être inclure aussi des gens qui ont des idées peut-être innovantes, des façons de faire différentes. L'idée, c'est évidemment d'avoir autour de la table une belle pluralité de personnes qui peuvent soutenir le processus d'élaboration, pardon. La deuxième étape, il s'agit de prendre connaissance des encadrements légaux et des orientations nationales et locales en matière de réussite éducative et d'évaluation. C'est important de revisiter les encadrements légaux et plus particulièrement la loi sur l'instruction publique et les régimes pédagogiques associés à notre ordre d'enseignement. C'est très important d'aller les revoir parce il peut y avoir des changements dans le temps qui vont survenir. À titre d'exemple, en 2018, j'ai tourné une première fois cette capsule. Depuis, en 2022, enfin en 2021, en décembre, une disposition est apparue qui vient affecter les normes et modalités. Elle est apparue dans l'article 96.15 pour ce qui est des normes au secteur des jeunes et dans l'article 110.12 pour ce qui est des normes au niveau de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Cette modalité ou cet élément dans la loi vient affecter de quelle manière on peut encadrer la révision de notes, qui est un élément qu'on retrouvait souvent dans les normes et modalités des centres. Et sans ce changement législatif-là, on avait le loisir de baliser un peu comme on voulait là, dans les normes et modalités. Ce n'est plus le cas. Alors, si vous n'avez pas relu votre loi sur l'instruction publique depuis, je vous invite à aller le faire. Un autre élément très important que vous pourriez consulter, c'est le guide de gestion de la sanction des études. Le guide de gestion de la sanction, bien que vieillissant au moment de faire cette capsule, encadre la sanction des études ministérielles principalement, mais aussi offre des bonnes pistes pour ce qui est des épreuves locales, donc des épreuves qui ne sont pas ministérielles. Finalement, vous allez retrouver également des politiques et des orientations qui, sans être prescriptives, viennent nous donner un bon petit coup de pouce afin de transmettre des visions, une orientation à tout, en fait, mais à l'évaluation, entre autres. On va retrouver la politique de réussite éducative, on peut penser au plan d'engagement vers la réussite, au projet éducatif des écoles, etc. La troisième étape, avant même de commencer, c'est de consulter l'équipe ou de recenser ce qui se faisait déjà. Peut-être que vous avez déjà des normes et modalités dans l'école ou dans votre centre et que ça vaudrait la peine d'aller les regarder. Sinon, vous avez possiblement des traditions, ce que j'appelle la tradition évaluative, donc des façons de faire qui ont cours dans l'école et qui colorent un petit peu la façon dont l'école a d'évaluer. L'idée de consulter l'équipe école, c'est que ça va favoriser dans un premier temps l'adhésion des gens. Si vous n'avez pas d'adhésion, votre document va simplement reposer sur une tablette et ne sera pas suivi par votre équipe. Même chose, l'idée d'impliquer les collègues.
L'équipe NME, évidemment, doit travailler en vase un peu plus clos, un peu plus refermé pour être efficace. Mais si elle n'implique jamais les collègues à l'extérieur, elle se prive d'une ressource intéressante et surtout, elle donne l'impression qu'elle décide en haut dans sa tour d'ivoire. Finalement, l'idée de recenser les traditions ou de partir de ce qui a déjà été fait vous permet de partir d'une base, partir d'un point de réflexion afin de trouver peut-être ce qui ne fonctionnait pas là-dedans et c'est où ce qui fonctionnait. La quatrième étape se découpe en deux phases, la phase d'élaboration et la phase de consultation. Lorsque vous élaborez les normes et modalités, c'est important de répartir la tâche dans l'équipe. Ça peut être en section, par exemple, ou en sous-groupe à l'intérieur même de l'équipe par section. L'idée, c'est de ne pas surcharger une seule personne qui, évidemment, si elle y met, comme on dit, sang et sueur, sera peut-être un peu réfractaire aux commentaires et à la critique. En répartissant le travail, vous répartissez également la charge et vous vous assurez que personne sort de là brûlé. Deuxième phase, c'est de consulter l'équipe école. Vos NME, pour qu'elles soient adoptées, doivent être présentées. Il ne s'agit pas juste d'envoyer un courriel. Il ne s'agit pas non plus de déposer ça dans le pigeonnier en espérant que quelqu'un les lise. Prenez le temps de consulter l'équipe en personne afin de répondre aux objections et également de rassurer l'équipe sur ce qu'ils pourront continuer de faire et ce qui devra peut-être changer. Nous voici maintenant à la cinquième et dernière étape du processus d'élaboration des normes et modalités. Donc, il s'agit de proposer à la direction votre projet de NME. Évidemment, beaucoup de travail a été mis dans ce projet et ce serait bête de simplement donner le papier en espérant que la direction comprenne toutes les réflexions et tous les échanges que vous avez eus. Donc, il est important non pas de simplement proposer à la direction les NME, mais également de les présenter dans un espace comme, par exemple, le CPEPE. Lors de cette présentation, vous pourrez expliquer les choix que vous avez faits, peut-être surmonter quelques obstacles et peut-être calmer quelques inquiétudes. À la suite de cette présentation, la direction devra choisir en fait si elle approuve ou si elle refuse vos normes et modalités. Si celles-ci sont approuvées, il vous restera donc à déterminer les modalités d'application, soit l'année suivante ou l'année courante, et de diffuser votre projet à tous les enseignants. Dans le cas d'un refus, la direction mettra par écrit les motifs l'ayant mené à refuser vos normes et modalités. J'aimerais vous dire que là, l'idée, ce n'est pas de se contenter de la lettre de refus pour travailler le nouveau projet. Il s'agit d'aller discuter avec la direction, de lui demander de vous expliquer, de telle sorte que vous soyez capable, en retour, d'expliquer à vos collègues de l'équipe école les changements qu'il serait peut-être à faire pour que les normes et modalités soient acceptées. Donc, par la suite, vous devrez modifier votre projet et le soumettre de nouveau. Et c'est une boucle jusqu'à ce que vous atteigniez la solution finale. Petite astuce. Si vous attendez uniquement le moment à la fin pour parler avec la direction, vous risquez d'essuyer beaucoup plus de refus que si vous travaillez de pair avec celle-ci. L'idée, c'est pourquoi attendre et surprendre la direction avec des modalités un peu funky quand vous pourriez échanger avec elle sur son opinion sur certaines orientations ou idées que vous pourriez avoir eues dans votre équipe. L'objectif ici, ce n'est pas de travailler chacun de son bord et d'imposer à l'un ou à l'autre sa vision, mais plutôt de collaborer ensemble à la rédaction d'un document vivant qui représente bien votre école.